justement, vous parliez de satisfaire les besoins de masse en matière, alors, en matière de littérature, ça existe aussi. Hein, c'est aussi un marché, la littérature. C'est devenu un marché. Oui. Et moi, il me semble que votre œuvre romanesque, elle est jamais facile à lire. Ça c'est peut-être déjà, ça pose un problème. Vous n'écrivez pas pour distraire. Votre œuvre, à mon avis, elle est difficile non pas à comprendre, c'est très intelligible ce que vous écrivez, mais c'est des choses qui... C'est même parfois un petit peu naïf. Donc... J'ai jamais trouvé ça naïf parce que c'est des problèmes très vifs et qu'on a tendance à vouloir éviter le plus possible dans nos vies, souvent. Ouais, non, mais ce que je veux dire, le regard est peut-être un peu innocent, c'est ça, parfois. Vous voyez, non? Dans votre écriture? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Non, enfin, je dirais que non, mais je suis étonné que vous me disiez ça. Non, mais un regard innocent, c'est-à-dire, parfois, vous savez, on peut trouver des regards innocents dans des choses très noires. Hein. J'avais lu La Bouée il y a 1 an et demi ou 2 ans quand il est sorti. Ouais. Ça m'avait pas mal remué, à vrai dire. J'ai pas pu le lire en un coup. Bon, là, déjà, on m'a dit ça. Mais vous savez, j'entends les mêmes. C'est mon 7e, j'entends les mêmes choses à chaque fois, quoi. Oui. Mais pour chaque bouquin. Donc, mais les mêmes phrases. Oui. J'ai pas pu le finir, c'est difficile, c'est. J'ai pas pu le finir, La Seigne, je le regrette. En l'occurrence, c'est celui qui peut-être collerait plus au qualificatif de naïf, je trouve. Ouais, c'est le premier. Il a une dimension épique et universelle que je ne sais pas si ça vous dit quelque chose que je dis là. Bien sûr, bien sûr. C'est le premier texte et je pense que d'abord il est le plus facile. Il y a un jeu qui est présent d'une certaine façon qui ressemble au récit, au grand récit mythique par exemple, aux fables. C'est donc mon premier texte et je l'ai écrit de manière très naïve. Oui. J'ai mis 2-3 ans à l'écrire, c'est un gros pavé, vous avez vu. Oui. Qui est normalement assez impubliable. À l'époque, je l'avais envoyé, ça faisait 500 pages, interligne simple, tout serré, aucune histoire, j'étais dans Lautréamont, les machins, les trucs. J'ai donc écrit ce texte qui a finalement été publié. C'est un peu l'histoire de tous mes textes dont on me dit qu'ils sont impubliables et qui sont à un moment donné publiés parce qu'ils sont assez compliqués. Enfin, je veux dire, c'est pas divertissant. En gros, j'écris comme mon inconscient le sort. Je n'ai absolument pas... je ne me pose jamais la question est-ce que ça va plaire. J'écris car c'est ma manière de m'exprimer maintenant depuis 14 ans. C'est aussi simple que ça. Et j'ai la chance d'être publié. Donc voilà, c'est publié. Et je n'ai absolument pas d'autre ambition que l'expression. Et si j'ai 10 lecteurs, on ne me croit pas quand je le dis. Si j'ai 10 lecteurs, c'est très bien. Si j'en ai 10 000, c'est mieux. Voilà, j'écris. Vous voyez, bon, j'écris pour moi. Voilà. Bon, on a tous des failles, d'accord. Bon, le truc habituel, on a tous des failles, on part de la faille, ce qui est vrai. Par contre, on prend ça et on essaye de l'ouvrir à quelque chose de plus universel, voilà. Ça m'intéresse. Pour le côté épique du premier roman, c'est parce que c'était mon premier texte. Et j'étais beaucoup influencé par ce que je lisais à l'époque. Et à l'époque, je lisais beaucoup de choses épiques. Et puis c'était voilà. Puis après, je me suis asséché un petit peu au niveau du style. Et c'est beaucoup plus compliqué d'écrire des choses asséchées enfin avec un style tel que celui de La Bouée ou le dernier culte. Que quelque chose comme La Seigne, où on part plus dans des... C'est plus facile de montrer des délires qui sont extrêmement visibles immédiatement qu'un délire interne qui est caché derrière une phrase relativement... lisez Mes Amis de Beauve, c'est extrêmement... Bon, ça a un siècle, hein. C'est extrêmement concis, mais il y a un délire... Il y a un délire qui est épique, sur un texte très court, mais qui est complètement intérieur. Et
Est-ce que vous pensiez que vous alliez écrire un autre livre après La Seigne, par exemple, quand vous l'avez fini? J'ai une vie un peu spéciale quand même, donc moi j'ai... Oui, enfin j'allais m'exprimer. Oui. Écrire, vous êtes tout seul. C'est génial. Vous êtes tout seul. C'est tout. Vous écrivez, vous êtes publié, point final. Faire un film, j'ai plus une culture cinématographique à la base, c'est très compliqué. J'ai écrit 2 textes dramatiques juste après La Seigne. J'ai écrit un texte, j'ai aussi eu la chance que ça soit acheté tout de suite, qui s'appelait Le Métèque, ça avait été acheté par la Comédie Française à l'époque. Et là, j'ai écrit un texte il y a 2-3 ans qui a eu le truc de Beaumarchais, mais je ne vais pas m'amuser. Enfin, pour vous expliquer, je pourrais m'amuser à les monter, mais c'est un travail d'équipe. Voilà, on est comme on est, hein, de toute manière. Voilà. C'est pas un travail qui vous tente? Ah non, pas du tout, quoi. Mais il y a des gens extrêmement talentueux qui font ça, mais bon, voilà, faut être honnête avec soi-même. Non, l'écriture, c'est arrivé dans ma vie à une époque où mon histoire personnelle faisait que je devais sortir des choses, et puis c'est aussi bête que ça. Quand je vous parlais des auteurs je sais pas, je peux vous citer, on parlait de Lautréamont par exemple. Lautréamont, fin 19e, Sarah Ken s'est suicidée il y a 10 ans. Bon, voilà, même si l'écriture ne se ressemble pas, l'énergie d'expression est... Bon, bah, tout à base de souffrance, tout à base de... Voilà, et ça donne des choses littéraires hallucinantes, mais vraiment hallucinantes. On est sorti du siècle de la psychanalyse, et vers quoi va-t-on et vers quoi, quand vous écrivez, vous allez? Parce que je ne mélange pas psychanalyse et littérature, je pense que c'est 2 champs qui peuvent être connexes, mais en même temps... La psychanalyse, c'est une grille de lecture. Pourquoi je parle de Guyotat? Il a fait des bouquins comme Le Livre, qui est d'une radicalité hallucinante, formelle hallucinante. Bon, évidemment, s'il commence par ça, il n'est pas publié, le mec. Hein. Il a commencé par ne pas pouvoir être diffusé. Oui, mais il était publié, et il était reconnu on le voit tout de suite, on ouvre ses premiers, bon voilà, Eden et Tombeau, et bon ben voilà, on voit tout de suite, bon, on voit que c'est bizarre. Et ce que je veux dire, non, moi ce qui m'intéresse, c'est des bouquins comme Le Livre, par exemple, où il fait un essai écrit de transcription d'une langue orale. Voilà. Ça, alors on va dire encore, tu vas encore nous parler d'Artaud et tout, mais bon voilà, moi, mon auteur de chevet, c'est vraiment la personne qui me touche le plus, la manière dont il écrit, enfin la manière d'écrire, c'est Artaud, alors pour le coup, qui est pas, vous pouvez le classer pas comme écrivain si vous voulez, mais bon, c'est pas Jules Verne. Voilà, là, je suis encore choqué. À chaque fois que j'ouvre Artaud, je ne comprends pas comment il fait pour être aussi littéraire et aussi sensuel dans son écriture. C'est bon. Enfin si, j'ai une petite idée, mais voilà, c'est totalement unique. Je parle du style. Mais on parlait de quoi? Bon, pourquoi je parle de tout ça? Je parle beaucoup. Oui, quand j'ai pas dormi, j'ai l'esprit qui fait ça. Oui, il y a quelque chose que vous venez de dire là, il y a un instant. C'est très naïf tout ce que je dis. Hein. Ouais. J'adore Houellebecq, mais ça l'arrange beaucoup de dire que il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le fond. Les auteurs, les écrivains qui pensent qu'on peut mettre du fond en littérature, pour ça il y a la philosophie. Et alors ça, bon, bien sûr qu'il y a toujours du fond, mais on peut ouvrir n'importe quel bouquin d'anticipation, il y a du fond. Honnêtement. Les auteurs qui veulent dire quelque chose, c'est très bien. Mais déjà, on peut le dire avec une histoire, ok, très bien, mais le fond, la morale de l'histoire, ce qu'on appelle la morale de l'histoire, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, ça m'amuse souvent de voir des auteurs, vous savez, les interviews à la télé ou l'autre et tout, on devrait jamais, un bon intervieweur, un bon chroniqueur littéraire ne devrait jamais s'intéresser au fond. On parle du fond, pourquoi? Parce que personne
personne n'a vraiment le talent de voir en valeur absolue ce que vaut ou ce que vaudra un texte dans 20 ans. Donc voilà, c'est le problème des éditeurs pareil, des directeurs de théâtre. Donc on parle du fond, d'accord, ok, parlons du fond, mais ça va pas aller chercher très très loin le fond. Non, la forme c'est intéressant. Moi le dernier bouquin, je parle pas de l'écrivain, mais le dernier bouquin qui m'a... Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc en langue française? C'est un bouquin d'il y a 10 ans qui est paru d'ailleurs chez un éditeur où j'étais à l'époque, qui est Oshir, qui est Le Cri du Sablier de Delhomme. Et donc, alors voilà, mais elle raconte son histoire personnelle, mais là ce qui est intéressant c'est la forme. Et c'est vrai que Houellebecq, il veut mettre du fond, d'accord, ok. Bon, moi je suis un grand lecteur d'anticipation de science-fiction, donc franchement son fond, bon. Mais par contre, le mec, il arrive à instaurer c'est un grand écrivain. Il arrive à instaurer une ambiance, un sentiment chez le lecteur qui n'est pas tellement agréable d'ailleurs. Tous ces livres sont tendus par une certaine glauquerie interne due à quelque chose qui mène les rapports humains depuis très longtemps, qu'on appelle la misère sexuelle. Bon, ben voilà. Et puis après, à partir de ça, à partir de ce personnage-là, avec cet intérieur-là, vous pouvez parler de peinture, vous pouvez parler de plein de trucs, hein, voilà. Mais il y a ça chez lui qui est voilà, c'est très rare les auteurs avec des univers aussi marqués. Et en plus, ça touche plein de gens. C'est encore plus rare. Bon, quand on n'est pas Nietzsche, à mon avis, vaut mieux... Mais non, mais vaut mieux, voilà. Moi, j'ai pas envie de balancer des vérités premières, j'ai plus envie de travailler sur la sensation, et de donner une écriture au lecteur qui fait qu'à la fin, alors c'est peut-être dur. Moi je me souviens, j'avais été chroniqué, et bien alors moi je comprends pas parce que j'avais été chroniqué, si je me souviens, je dirais, c'est un mec qui a une émission, comment il s'appelle, enfin bon. Oui, mais pourquoi écrire ce livre-là? Mais t'es gentil, déjà, pourquoi? Parce que j'ai envie de l'écrire. À quoi sert ce livre-là? Et qu'est-ce que c'est que ces questions? C'était sur France Culture, je sais, dans un débat, je ne sais plus quoi. Et oui, c'est un livre très dur, mais... Et les mecs, qu'est-ce que vous voulez comme littérature? Je ne comprends pas. Vous pouvez travailler sur la littérature qui est beaucoup plus vendable, mais quand vous avez entre les mains ce genre de littérature, s'il vous plaît, faites un petit effort. Votre œuvre littéraire, elle est difficile, mais tant mieux, parce que elle impose l'effort. C'est pas purement distractif. C'est pas fait exprès, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça sort. Honnêtement, je suis quelqu'un de très naïf, c'est pour ça que j'utilise le mot naïf, et dans naïf, il y a l'enfance. Voilà, mon drame fondateur se passe dans l'enfance, donc voilà, quand je m'exprime, moi personnellement, et puis ça n'a rien d'extraordinaire, voilà, je pense que j'ai un regard extrêmement naïf sur plein de choses. À côté de ça, ce qui est peut-être intéressant dans mon univers, c'est que ce regard naïf est vraiment dans un univers extrêmement sombre. Cette manière d'amener les événements personnels en même temps que les événements politiques, je trouve que c'est ça qui fait justement que... C'est dur, hein. Par exemple, vous voyez, pour la bouée, oui. Vous avez vu, il y a 3 voies. Oui. Il faut une logique des 3 voies. Et il faut une logique qui se suive. C'est pas évident à écrire. C'est comme si j'avais écrit 3 livres et qu'à un moment donné, je fais ça avec les 3 livres. J'ai essayé d'imaginer comment vous aviez pu écrire ça. Franchement, à un moment donné, quand ça démarre, ça démarre. Là, je suis sur un texte où il y a plusieurs voies, mais sur un texte d'anticipation. Et alors là, ça se passe donc dans une société qui n'existe pas encore. Mais c'est extrêmement compliqué. J'ai empaillé Michael Mills. Ouais. Au moment où votre père, l'homme qui devient votre père... Qui était mon père. Qui était votre père. C'est une histoire réelle. Hein. Oui, oui. Mais que vous avez été rencontré. C'est simple, en 2 secondes. Alors là, c'est tout bête. Bon, j'ai vraiment eu plusieurs vies dans ma vie. Moi, dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait les Américains en France. Oui. Ma mère était une Française, italienne.
qui vivait à Orléans à côté de la base de Châteauroux, Oui. Base américaine. Elle a rencontré un GI américain, bon voilà, voilà. Et en 66, De Gaulle il met tous les Américains dehors pour avoir la frappe nucléaire, enfin pour être indépendant par rapport à l'autre. C'est ça. Et ma mère est tombée enceinte de ce GI. Et ce GI est parti. Il y en a d'autres qui sont restés, hein, avec ce qu'on appelle les Françaises qu'ils avaient engrossé. Mais j'ai pas tellement écrit là-dessus, je veux dire. Ma mère m'a raconté, elles étaient considérées comme des putains, quoi. Les filles mères qui avaient le ventre rond à cause des GI. Enfin bon, juste un détail en passant. Puis je raconte ça rapidement là pour dire un peu qui je suis. Donc cet homme qui s'appelait Michael Myers est reparti, en sachant que ma mère était enceinte, et chacun fait leur vie de leur côté. Voilà. Ma mère a épousé un homme qui est devenu mon père, puisque moi, personne ne l'a connu, avec qui ça s'est très mal passé. C'est à cause de ce père adoptif, mais qui était un père légal. Mon deuxième roman, c'est Le Crayon de Papa, où je parle de l'inceste. Et donc, j'ai clairement l'image dans ma tête que ce père n'a pas rempli, évidemment, la place du père. Donc, à un moment donné, à 30 ans, justement, juste à 32 ans, à 33 ans, juste après avoir écrit La Seigne, mon premier livre, je me dis, tiens, j'irais bien voir la tête du mec qui m'a fait, c'est drôle, quoi, c'est un Américain, voilà, c'est des secondes de vie intéressantes. Je veux le moins de secondes d'ennui possible jusqu'à ma mort, quoi. Voilà, et ça en fait partie, et l'histoire, j'ai frappé en disant, c'est un truc qui me faisait marrer. J'ai engagé une détective privée aux États-Unis qui m'a dit, mais ça va être impossible avec ce nom. Et je lui ai dit, mais attendez. Et j'avais une petite photo, juste une photo de ce mec de 20 ans, avec son numéro de soldat. Oui. Voilà, que je lui ai donné, c'est comme un numéro de sécu. J'ai donné, en 3 jours, elle l'a retrouvé. On pensait qu'il était mort à la guerre de Vietnam, il n'était pas mort. J'ai eu l'adresse. Et j'ai appelé, et je suis parti avec ma copine de l'époque là-bas. J'étais frappé, et je lui ai dit, vous avez été faire votre service militaire en France dans les années 60. Il me fait, je sais qui vous êtes. Et on ne s'est plus quitté, il m'a reconnu. Voilà, c'est dans le bouquin. Et je lui ai représenté 40 ans plus tard ma mère. Ils sont tombés amoureux et ils sont mariés à 60 ans. Et ils vivent en France. Le premier titre du bouquin, j'avais failli mettre comment j'ai enfanté mes parents. Mais ça faisait un petit peu... Viens là, le chat. Ça faisait un petit peu trop, quoi. Et ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est ça. C'est l'origine est un aiguillon puissant, pas de jugement là-dessus, et je retrouve mon père, mais j'ai empaillé Michael Myers, c'est-à-dire que j'avais besoin d'empailler quelque part une figure paternelle. C'est tout, et c'est pas cynique du tout, mais je crois que c'est un peu la réalité d'un peu tout le monde. Et après, s'il y a de l'amour, il y a de l'amour. Mais il y a une phrase dans ce texte qui dit « On n'a jamais acheté un père en lui offrant un fils ». Et je ne vais pas vous parler des rapports que j'ai. Moi, j'essaie d'être objectif des rapports que j'ai avec cet homme, mais l'amour ne naît pas comme ça. Surtout entre un père et un fils. C'est pas possible, ça. Non. Ou alors, il aurait fallu que je tombe sur quelqu'un que j'admire immédiatement et qui me bluffe immédiatement. Mais à vrai dire, on le conçoit en lisant le récit. Ouais. Mais je suis honnête, hein. Je suis honnête. Mais j'aime beaucoup, hein, mon père. Mais vous comprenez, c'est... Les liens restent à venir, puisque... Bien sûr, les liens restent à venir, c'est ça. Et puis c'est complètement, comme tout ce qu'on fait dans la vie, c'est complètement auto-centré aussi, cette histoire.